Constance de Pellichy pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. L'avantage quand on parle en dernier, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites et abordées. Et je prends bonne note notamment de votre alerte sur le financement de votre administration. Je vous rejoins, Monsieur le Président, lorsque vous indiquiez tout à l'heure que notre système de sûreté nucléaire est très performant. Peu de pays ont une telle acceptation populaire, j'ai presque envie de dire adhésion à la production d'énergie nucléaire. Et je fais partie de ceux qui pensent que cette acceptation populaire est aussi liée à l'excellent travail réalisé par nos institutions, la vôtre et celle de l'IRSN. Les avis publics comme la transparence et le dialogue de l'Institut avec la société civile sont à mon sens une des raisons essentielles à cette adhésion. J'ai bien entendu votre réponse à Monsieur Le Seul, mais permettez-moi de réinsister sur ce point. Vous devrez garantir un dialogue avec la société civile et une transparence toujours plus importante dans le cadre de la fusion. Mon groupe, comme vous le savez, s'est toujours opposé à la fusion entre l'ASN et l'IRSN. Nous craignons en effet, comme nous avions pu le dire à l'époque, que cette fusion ne soit contre-productive. En effet, l'effort nucléaire est important. Vous indiquiez même en propos introductifs le besoin d'un effort exceptionnel sur les compétences et les besoins d'expertise pour soutenir nos ambitions nucléaires. Nous sommes donc particulièrement interrogatifs sur l'intérêt de fusionner nos administrations à ce moment clé, risquant de désorganiser la filière et de perdre en efficacité et donc en sûreté. Ce pari de simplification reste un pari risqué qui pourrait au contraire freiner la relance de cette filière. Nous avons par ailleurs des inquiétudes importantes sur les garanties de séparation entre expertise et décision au sein d'une entité unique renvoyée à un règlement intérieur déterminé par l'autorité elle-même. L'entrée en vigueur nous semble également, comme beaucoup de mes collègues l'ont aussi indiqué, peu réaliste. Cependant, je suis et je resterai résolument optimiste. Nous avons à cœur la réussite de la filière nucléaire et l'assurance de sûreté. Je ne vais pas revenir sur les conditions de mise en œuvre de la réforme, le sujet a déjà largement été abordé, et j'en conclus que de nombreux doutes demeurent sur l'effectivité de la fusion dans 3 mois, mais je vous souhaite et je nous souhaite sincèrement plein succès. J'aimerais néanmoins revenir sur l'opportunité de mettre en place cette réforme, notamment sous l'angle des moyens humains. La question du nécessaire renforcement des effectifs dédiés à l'expertise et au contrôle a été régulièrement soulevée par l'ASN et l'IRSN ces dernières années. L'augmentation aujourd'hui prévue est-elle suffisante ? Pour justifier la réforme, le gouvernement avance un nombre accru de missions d'expertise dans le contexte de relance du nucléaire. Un renforcement des effectifs n'aurait-il pas suffi à faire face à la surcharge de travail due à la relance du nucléaire ? Certains redoutaient une démission des salariés de l'IRSN opposés à la réforme et des difficultés de recrutement. Qu'en est-il ? Et autrement dit, le métier a-t-il gardé de l'attractivité ? Parvenez-vous à recruter ? L'article 15 de la loi prévoit que, avant le 1er juillet 2024... Pardon, on est déjà à 3 minutes 30. Donc eh bien, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée, j'ai pas suivi le chronomètre. chronomètre. Non, je ne voyais pas le chronomètre de là où Président. j'étais, donc pas de problème. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, merci Madame de Pellichy. Alors, vous avez souligné un certain nombre de sujets qui ont été des sujets effectivement très débattus lors de la préparation de la loi, et notamment le sujet lié à la séparation, ou la distinction plutôt, entre expertise et décision. Ce sont des sujets qui ont été dans la loi encadrés. Et donc, il y a eu des précisions qui, de mon point de vue, sont suffisantes pour garantir cette distinction dans la responsabilité de l'expertise et dans la responsabilité de la décision. Et ces dispositions seront effectivement reprises dans le règlement intérieur telles qu'elles sont définies dans la loi. Vous avez évoqué la question de la croissance de l'activité d'expertise, mais aussi d'instruction et de contrôle. Alors, elle est le résultat, effectivement, d'un parc qui pourrait être plus important, de projets nouveaux,
Et ces activités en croissance imposent bien évidemment des moyens, mais imposent également une réflexion sur la manière d'optimiser les ressources telles qu'elles existent aujourd'hui. J'ai cité tout à l'heure des exemples sur le fonctionnement en mode projet, qui sera facilité par la mise en place d'une autorité unique, et c'est un moyen à ressources constantes d'avoir une efficacité meilleure. Il y en a d'autres, bien évidemment. Je parlais des systèmes numériques à développer pour pouvoir accroître cette efficacité. Et donc la recherche d'efficacité, de toute façon, elle est permanente dans les organismes. Mais le fait d'avoir une vision commune, d'avoir une direction commune, d'avoir une organisation unique est peut-être de nature à aller plus loin dans ces recherches d'efficience dans la future autorité. Est-ce que la future autorité sera attractive? Il le faut, bien évidemment. Et je pense que l'ensemble des missions qu'elle va couvrir, de la recherche au contrôle, en passant par l'expertise et l'instruction, et d'avoir d'ailleurs même des implantations à la fois centrales dans la région parisienne et en province, c'est une source d'attractivité pour organiser des parcours de carrière dans les différents métiers et en différentes localisations. Donc je pense que les germes de l'attractivité sont là. C'est à nous de faire en sorte que les ambitions que j'ai rappelées tout à l'heure, la volonté de fonctionner ensemble, soient effectivement des sources d'attractivité. Mais cette attractivité, et vous avez souligné les démissions qui ont eu lieu, donc moi je n'ai pas les chiffres précis, mais bon, c'est plus important que l'année précédente, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces départs. Il y a certes peut-être l'inquiétude de la fusion, mais il y a aussi des opportunités qui ont été proposées à des personnels compte tenu du développement du nucléaire. Donc, quelle est la part des choses, je n'en sais rien, mais il faut bien évidemment faire en sorte que rapidement les conditions d'assurance, de visibilité de ce que sera la SNR, son mode de fonctionnement, soit donné le plus possible, plus vite possible. C'est pour ça que je dis que ce serait vraisemblablement une mauvaise solution que d'imaginer que nous pourrions davantage encore temporiser et reculer au-delà du 1er janvier 2025 la mise en place de cette autorité. Il faut absolument donner de la visibilité le plus vite possible, également en engageant le projet de future organisation cible avec le personnel. Il faut que nous puissions donner envie à l'extérieur et à l'intérieur sur ce que nous serons. Et ça, il ne faut pas traîner. Il faut y aller. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donner maintenant la